Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et comme d'habitude dans Passion médiéviste, on va parler Moyen-Âge. Et aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit que vous connaissez déjà un petit peu si vous écoutez souvent ce podcast, même si vous n'y êtes jamais allé, le musée de Cluny. Mais si, rappelez-vous, le premier hors-série de ce podcast vous emmenait déjà en novembre 2017. 2017, vous vous rendez compte ? On visitait l'exposition sur le verre au Moyen-Âge de façon immersive, c'était un peu un hors les murs avant l'heure, ou encore on avait fait la série de 4 épisodes sur la vie quotidienne au Moyen-Âge en septembre 2020. Eh bien, aujourd'hui, dans cet épisode, ce n'est pas d'une exposition en particulier dont nous allons parler, mais bien d'un événement très important, la réouverture du musée après 1 an et demi de fermeture pour travaux. Situé dans le quartier de la Sorbonne à Paris, le musée de Cluny a été fondé au XIXe siècle dans l'ancien hôtel médiéval des abbés de Cluny, qui était lui-même construit sur des thermes romains, construits eux entre le 1er et le 3e siècle. Et aujourd'hui, le musée de Cluny, c'est un des plus importants musées sur le Moyen-Âge en France, avec des milliers d'œuvres qui couvrent toute la période. Et donc, par son histoire en elle-même, le musée est déjà un lieu d'histoire et on voit qu'il n'a pas cessé de se réinventer au fil des siècles, de s'adapter au temps, de se métamorphoser et sa dernière mue en est encore une nouvelle étape. Dans cet épisode, réalisé en partenariat avec le musée de Cluny, on va s'intéresser aux coulisses de ce réaménagement. On va vous raconter quelques histoires d'œuvres pour vous donner du recul en compagnie de Rachel Beaujean-Deschamps, qui est régisseur des œuvres du musée et qui a coordonné la réinstallation. Et on va la rejoindre tout de suite dans son bureau. Parce que beaucoup de choses ont changé dans ce musée, à commencer par son parcours. Le choix en fait de la conservation du musée a été désormais d'avoir un parcours chronologique. Avant, les salles étaient soit par matériaux, soit thématiques. Donc on avait par exemple une salle orfèvrerie, des salles vitraux, des salles plutôt uniquement sculpture, céramique, et puis aussi sur la fin de l'ancien parcours, quelques salles thématiques. Et là, le choix, ça a vraiment été pour que ce soit plus compréhensible pour le public, d'avoir une évolution chronologique. Ce qui fait qu'en fait, vous commencez la première salle, c'est le frigidarium, donc qui est la partie antique, où maintenant il y a une vitrine qui présente les œuvres antiques, notamment des torques, qui avant étaient dans la salle orfèvrerie. C'est un collier rigide en or, ça date de l'époque gallo-romaine. Voilà, donc maintenant il y a une vitrine dans cet espace qui n'existait pas avant. Et puis après, en fait, vous remontez et vous attaquez l'enfilade de salles, avec la première salle qui est une salle mérovingienne, carolingienne et orient au Moyen-Âge, puis salle romane, salle gothique, et de ce fait, comme le parcours est chronologique, les matériaux sont mélangés. Donc maintenant, vous avez des salles, vous allez avoir à la fois de l'orfèvrerie, des ivoires, de la sculpture, des vitraux. Et par la suite, au fur et à mesure qu'on progresse dans les siècles du Moyen-Âge, vous allez voir apparaître les premières peintures, puis les premières tapisseries. Et la fin du parcours, donc c'est le XVe siècle, qui est une période très fournie au musée, c'est la période la plus représentée. Et là, il y a à nouveau des points thématiques. Donc il y a une zone avec des céramiques hispano-mauresques, une zone avec tout ce qui est combat, chasse, une zone plutôt vie quotidienne, donc beauté, vaisselle, jeux, jouets, pour arriver à la Dame à la licorne et à la dernière salle qui est la grande salle avec les retables, la tenture de Saint-Étienne, enfin tout un ensemble plus religieux. Et ça, c'est vraiment le grand changement, en tout cas dans la conception du parcours. Ça permet de recréer des ensembles. Un des plus fameux maintenant au musée, c'est par exemple la salle de la Sainte-Chapelle, où vous avez des sculptures devant les vitraux et aussi un petit reliquaire. Toutes ces œuvres venant de la Sainte-Chapelle, mais jusque-là étant réparties dans 3 salles différentes, voire 4. Donc ça crée une homogénéité, et je crois que là, les réactions du public sont plutôt très positives. Ce qu'il y a de nouveau aussi avec les conservateurs du musée, il y a eu aussi le choix d'ouvrir plus sur l'extérieur. Donc les salles, en tout cas, sont plus lumineuses.
notamment au rez-de-chaussée. On peut se le permettre parce que ce sont des salles avec majoritairement de la sculpture, donc il n'y a pas trop d'enjeux sur la question des luxes pour protéger les œuvres plus fragiles. Et c'est vrai que le public est très sensible. On entend souvent dire que ça y est, c'est lumineux, on voit enfin les œuvres. Et ça donne aussi une vue sur le jardin qui est très agréable, même si actuellement il est encore un peu à l'état sauvage puisqu'il doit être réaménagé. Mais ça donne un point de vue de verdure qui est quand même très agréable dans Paris. Et l'éclairage aussi est très très beau. Pour avoir donc moi vécu 1 an sur ce chantier, vu les œuvres s'installer et vu l'éclairagiste intervenir, le avant-après était saisissant, quoi. Si quelqu'un doute du travail d'un éclairagiste, quand on voit ce que ça peut donner, là, c'est très très beau. D'ailleurs, pour vous expliquer, les lux, c'est en fait l'unité de mesure qui permet de calculer l'intensité lumineuse que peut recevoir une surface. Donc cette technique permet de calculer à quel point est-ce qu'on peut mettre une œuvre comme un tableau en lumière sans l'abîmer. Et après tous ces travaux, le public peut enfin redécouvrir de nouveau les œuvres et les équipes du musée doivent s'adapter. La présence du public, pour nous, c'est un gros changement, puisque pendant, on va dire, presque 18 mois, on n'a plus de visiteurs. C'est vrai que ça change beaucoup les choses, puisqu'on avait pris l'habitude d'être dans les salles tous les jours, à notre rythme, et que maintenant, il faut réintégrer le fait qu'il y a seulement 1 jour de fermeture, donc qui nous permet de mener toutes nos opérations liées à la régie des œuvres. Donc ça, c'est effectivement pour nous un gros changement. En plus, le jour de fermeture a changé, donc il faut qu'on se réapproprie le nouveau calendrier, puisque avant on était fermé le mardi, maintenant c'est le lundi. Et puis voilà, c'est aussi un changement qu'on va en fait découvrir maintenant, parce que depuis de très nombreuses années, on est en travaux. On a eu des moments moins marqués par les travaux, mais quand même toujours présents en arrière-fond, avec des préparations, etc. Et maintenant, on entre finalement dans une nouvelle phase de la vie du musée. Un musée avec sans travaux, ou peut-être très peu, puisqu'il reste encore quelques petites choses, mais donc ça va être un autre rythme. On va retrouver par contre le rythme des expos, des campagnes photos et d'autres activités qui ne s'étaient pas forcément complètement arrêtées. Mais voilà, pour nous, en fait, c'est vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre, parce que c'est un moment qu'on n'a jamais vraiment connu, sachant que, par exemple, le premier déménagement d'œuvres dans la perspective de la réinstallation date quand même de 2015, donc c'était il y a 7 ans. Et précédemment, il y avait déjà eu des travaux de préparation, la salle de la Dame à la Licorne qui avait changé en 2013, d'autres travaux dans les salles pour des aspects plus sécurité-sûreté. Donc c'est vrai que moi qui suis arrivée au musée depuis 2013, finalement j'ai toujours connu le musée avec des périodes de travaux plus ou moins continues. Et là, c'est vrai que c'est nouveau de se dire qu'on n'a plus ce chantier tous les jours, le rythme à tenir, les délais à respecter. On en aura d'autres pour les expos notamment, mais c'est une nouvelle étape qui est vraiment, nouvelle vie au musée. En tout cas pour la régie, c'est sûr. Il faut que nous aussi, en fait, on mette en place notre nouveau rythme de travail. Et on découvre en fait. Et depuis 1 mois, on reprend nos marques différemment. Et en effet, comme vous l'expliquait Rachel Beaujean-Deschamps, on a un nouveau parcours dans ce musée. On évolue à travers l'histoire dans 3 niveaux. Ça commence dans le sous-sol, avec l'Antiquité au Frigidarium. Vraiment, c'est très frais. Je vous conseille d'y aller quand il fait un petit peu chaud, même quand il ne fait pas chaud. Donc, c'est la partie antique du musée. Au rez-de-chaussée, on a les collections mérovingiennes, byzantines, carolingiennes et capétiennes. Et à l'étage, on a les collections sur le XIVe siècle et le XVe siècle, avec des salles un peu plus thématiques. Donc dans ce musée, ce nouveau parcours permet effectivement une réinvention des espaces. Moi, ce qui m'a frappé en visitant le musée, c'est à quel point, alors c'est pas pour faire un jeu de mots, mais un petit peu quand même, le Moyen-Âge se retrouve éclairé par cette nouvelle muséographie, par cette nouvelle disposition des salles. Ce que je trouve très intéressant, c'est que beaucoup d'ouvertures ont été faites, sur le jardin bien sûr, mais aussi entre les salles. À un moment, au premier étage, vous allez pouvoir vous pencher sur une des premières salles du musée et voir beaucoup de statues vues d'en haut. Mais ce parcours permet aussi de présenter beaucoup de nouvelles œuvres.
À l'étage, maintenant, on a une vitrine traversante entre 2 salles qui va nous permettre d'exposer la collection textile par roulement. On a en fait 3 emplacements pour les textiles dans la salle numéro 2, mérovingien, carolingien, orient. On a 2 panneaux avec des cadres. On va pouvoir présenter à la fois des tissus orientaux et occidentaux, en fonction de nos collections. On a une autre zone à l'étage aussi, qui doit être maintenant celui numéro... Parce que j'ai encore les numéros de chantier en tête, donc ça doit être 18, 17 ou 18. Où là aussi, il y aura des textiles orientaux et occidentaux donc, qui changeront tous les 4 mois. Et on a, entre la salle 11 et 12, une grande vitrine traversante, assez haute, qui en fait va nous permettre de présenter des plus grands formats. Parce que dans la collection, il y a des mitres notamment. Donc là, actuellement, il y en a une qui est présentée, très très belle, avec tout un décor de grisaille. C'est très très joli. Donc soit on pourra présenter ce type d'œuvre avec un mannequinage adapté, soit on pourra mettre une tablette pour présenter d'autres textiles. Vraisemblablement, assez régulièrement, des textiles plutôt italiens, puisque la salle 11 est la salle italienne. Et ça, c'est une nouveauté. Et en parcourant les salles du musée, vous allez voir des œuvres et des objets qui vont vous rappeler peut-être certains épisodes du podcast Passion médiéviste. Par exemple, à l'étage, les salles sur la vie quotidienne vont vous rappeler la série d'épisodes que nous avions fait sur l'habitat, avec par exemple des présentations de vaisselle, de tables ou encore de carreaux de pavement. Ça va vous rappeler l'épisode sur les jeux et les jouets, avec un jeu d'échecs ou une dinette pour enfants, mais aussi les soins du corps avec des peignes et d'autres objets d'hygiène. Et une des nouveautés aussi, en tout cas du parcours et dans la mise en valeur, c'est que les œuvres liées à l'Orient sont, je me permets de dire ça, je pense mieux présentées. On se rend plus compte effectivement de cet éclatement géographique qu'on peut avoir dans le musée. Je ne suis pas sûre qu'on en présente beaucoup plus qu'avant, mais elles sont certainement plus valorisées. On en trouve dans la salle 2, donc, qui est la période du Haut Moyen-Âge, donc avec beaucoup d'œuvres, notamment de Byzance, et puis maintenant des textiles aussi. Donc il y aura normalement en permanence des textiles orientaux, parce que le musée a une assez importante collection de textiles orientaux. On le retrouvera plus haut à l'étage aussi à nouveau avec des textiles où les conservatrices qui s'occupent à la fois des textiles occidentaux et orientaux ont réfléchi ensemble à des thèmes communs pour mettre en rapport Orient et Occident. Et puis, alors vous avez toute la partie céramique hispano-mauresque, donc qui est plutôt fin Moyen-Âge, qui sont ces céramiques faites en Espagne, mais influencées par les savoir-faire orientaux, puisque des dynasties d'Orient sont arrivées en Espagne très, très tôt. Et donc il y a toute une tradition de la céramique en Orient, avec notamment la technique du lustre métallique qu'on retrouve donc sur ces céramiques. Quand on les voit, ça fait un peu comme des reflets un peu arc-en-ciel, c'est très très beau. Et puis on a quelques œuvres qui combinent en fait les deux. La plus connue étant le coffret de Moutier en Tarentaise, qui est à la fois, les côtés sont en cristal de roche fatimide, donc ça c'est Égypte essentiellement, et avec une monture faite par la suite en Occident, avec donc, des pierres, des incrustations, des camées, etc. Donc ça c'est une œuvre fabuleuse, et qui en fait réunit les deux, et qui illustre bien les échanges qu'il pouvait y avoir, beaucoup plus présents que ce qu'on peut imaginer finalement. On a toujours l'impression qu'on est actuellement dans une civilisation du voyage, et on voyage plus que... mais on voyageait quand même. À cette époque, pas tout le monde, mais il y avait quand même de grands voyageurs et donc beaucoup d'échanges. Et donc oui, c'est quelque chose qui est plus mis en valeur, je crois. Et c'est plutôt bien. Et toujours au premier étage, vous pourrez aussi voir une salle consacrée à la guerre, avec des présentations d'armures et d'armes de toutes sortes. Bon, là, je vous ai surtout parlé du premier étage, mais il y a vraiment... Mais vraiment, dans chaque salle, il y a des trésors à découvrir. Et justement, Rachel Beaujean-Deschamps a une histoire à vous raconter pour vous expliquer à quel point ça peut être compliqué de réinstaller certaines œuvres. Souvent, quand on bouge des œuvres, la problématique, c'est lié au format des œuvres. Les petites, c'est assez simple. Les grosses, il faut trouver les bons accès, les bons moyens de levage, etc. Ensuite, on avait aussi, nous, la problématique du stockage des œuvres.
après le déménagement, puisque nos espaces sont très limités au sein du musée. Donc on a une réserve à l'extérieur, mais qui ne permettait pas d'absorber tout ce qu'on allait retirer des salles. Donc on a eu des réserves louées. Donc on a pu ainsi répartir nos œuvres entre la réserve qui existe au musée pour les petits formats, et puis tout ce qui était beaucoup plus encombrant était à l'extérieur. Donc il y a cet aspect stockage qui est très prégnant parce que le musée est un bâtiment historique assez petit finalement et assez contraint. Et puis ensuite, il y a aussi la question du déplacement des œuvres de grand format. Les tapisseries, c'est relativement simple, ça va, ça se roule. Le rouleau peut être un peu lourd, mais on arrive toujours à peu près à le passer dans un escalier. Après, on a eu à déménager des très grands retables, des sculptures assez lourdes, qui sont sorties du musée soit en 2015, soit en 2018. Et qu'il a fallu faire revenir donc, cette année ou l'année dernière, puisqu'on a commencé la réinstallation en mai 2021, par petites étapes. Et par exemple, comme surprise, qu'est-ce qu'il y a eu de vraiment étonnant dans ce réaménagement ? Alors c'est vrai qu'il y a un mur, par exemple, en salle romane, où on devait installer toute une série de petits chapiteaux. Et quand on a commencé, en fait, quand les socleurs ont commencé à installer les structures pour les poser dessus, ils se sont rendus compte qu'une partie du mur était complètement creuse. Donc là, ça a été une mauvaise surprise. On a dû justement remettre l'installation de ces œuvres pendant un bon moment, le temps de trouver une solution, après avoir fait justement les tests d'arrachement, essayer de deviner comment était le mur à l'intérieur. Finalement, après beaucoup de travail commun entre le musée, les socleurs, l'OPIC, qui donc supervisait le chantier, il y a eu une solution trouvée avec un système qui prenait plus dans le mur. Et donc on a fait de ce fait de nouveaux tests et c'est là qu'on s'est dit, bon bah là ça, a priori ça tient. En général les tests ils mettent un poids simulé beaucoup plus fort que ce qu'on va accrocher, le double voire des fois le triple. Et c'est vrai que au premier test d'arrachement, moi j'en avais jamais vu, on se dit bon si ça marche pas ça donne quoi ? Le mur se fissure, il tombe ou pas ? Et heureusement, ce n'est jamais arrivé. Donc, l'un dans l'autre, on a pu accrocher certaines pièces qui étaient assez conséquentes et qui tiennent. On avait imaginé des moyens pour accrocher, lever des œuvres. Et puis, finalement, le jour J, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver une autre solution. Donc là, c'est avec les transporteurs spécialisés. Donc, parfois, c'est vraiment du bricolage de structure pour pouvoir permettre de mettre les chapiteaux conséquents au bon endroit. Et puis d'autres œuvres qu'on sait être compliquées à installer parce que volumineuses et des dossiers sur lesquels on travaille depuis des mois pour bien coordonner le calendrier, etc. Et un des exemples, par exemple, c'est le coffre de Poissy, qui est donc un coffre gigantesque qui est actuellement dans la salle 9 du parcours. Précédemment, en fait, qui a été déménagé en 2015 et qui, avant, était dans une salle qui correspond maintenant à la salle d'accueil, juste après entre le bâtiment d'accueil et la salle mérovingienne carolingienne. Et avant, dans cette zone, il y avait une grande porte qui donnait accès à une terrasse avec des pierres. C'était pas un accès facile, il y avait des marches, il fallait absorber toutes les ruptures de niveau. Mais le coffre, on avait pu le faire sortir par là. Et le problème, c'est que cette porte, elle n'existe plus. Donc pour accéder à la salle 9, qui est au rez-de-chaussée, de chaque côté, en fait, il y a des accès sur les autres salles avec des petites portes voûtées qui ne montent pas très haut et qui sont à 80 cm ou 90 cm de large. Donc le coffre ne passait pas. Donc notre seule possibilité, c'est l'escalier d'honneur, qui a une double porte en bois. Mais même là, il fallait de toute façon coucher le coffre sur le côté. Aucun moyen de levage mécanique envisageable, impossible de transporter sur un transpalette, il y avait des marches à absorber, etc. Donc quand les œuvres sont très très lourdes comme ça, les transporteurs spécialisés font appel à des porteurs de piano, qui eux sont habitués à porter très très lourd par eux-mêmes. Pour ce faire, ils utilisent des cuirs, donc des sortes de sangles en cuir qu'ils mettent sur l'œuvre et qu'ils mettent sur leurs épaules, et ils portent. Alors là, le coffre, je crois qu'il est autour de 200 kg. Moi, il avait fallu que j'anticipe sa venue, sachant que je ne pouvais le stocker nulle part. Il fallait que le jour où il arrive au moment où on allait l'installer. Donc ça a été le cas, on s'est coordonné avec les transporteurs, les porteurs, etc. Ils l'ont descendu du camion, on l'a fait passer par la cour, la double porte qui permettait cet accès. Ils l'ont porté à plusieurs jusqu'à la porte de l'escalier d'honneur, qui est une petite porte. Et du coup, ils l'ont couché
Et les accès étant tellement contraints, ils ont fait le choix de se mettre seulement à 2. Nous, avec le conservateur concerné, on était là, vraiment, vous êtes sûr? Et donc on les a vus à 2 soulever ça, rentrer dans la salle, le poser, le retourner, et en un quart d'heure, c'était fait. Alors que nous, ça faisait des semaines, voire des mois, qu'on se disait, mon Dieu, ce coffre, et par où on va le faire passer? Comment on va faire? Est-ce qu'on est sûr qu'il passe? On n'était même pas sûr. Et voilà, et avec le conservateur, après, on était complètement ébahis, en train de se dire, ça y est, il est placé, ils ont réussi. Donc il y a des œuvres comme ça qui peuvent être compliquées, mais bon voilà, on la ressortira pas. Et vous avez aussi profité de ce déménagement et réinstallation pour restaurer certaines œuvres. Par exemple, quelles œuvres ont bénéficié de restauration ? Alors beaucoup en fait. Un peu tous les conservateurs ont travaillé sur leur collection, et autant en orfèvrerie, textile, céramique, bois, parce que par exemple dans la dernière salle, la salle 21, vous avez des stalles qui ont été installées. Alors elles étaient déjà présentées dans le musée, mais dans différentes pièces. Et là, les stalles en fait ont été restaurées pour essayer de former un chœur comme dans une église, donc la partie où se tient le prêtre. Et en général, donc, les stalles sont de chaque côté. Sachant que dans cette salle, il y a vraiment au fond un retable, un lutrin, une chaire, et puis toute l'enfilade de la tenture de Saint-Étienne qui avant, elle aussi, était répartie dans différentes salles. Donc maintenant, en gros, on peut vraiment lire toute l'histoire à la suite, un peu une sorte de bande dessinée. Et donc ces stalles, elles ont bénéficié d'une restauration très longue, ça a duré 1 an. Elles sont parties chez un restaurateur qui a travaillé sur l'œuvre en elle-même, refait les montages, l'aménagement, recréé des structures modernes pour les supporter. Enfin, il y a tout un travail. Il y a eu aussi un très très gros travail fait sur les sculptures. Beaucoup d'œuvres ont été restaurées, notamment au C2RMF. Et certaines nettoyées, alors notamment les apôtres de la Sainte-Chapelle, certains retables. Pour certaines œuvres, c'est quand même assez saisissant le résultat, parce que moi, je sais qu'il y a certains retables, j'avais un souvenir plutôt d'un retable un peu grisou, un peu sale, etc. Et il revient, il est blanc et il a même des couleurs. Il y a des polychromies qui sont réapparues. En fait, il a fallu... Parce qu'on a des budgets restauration chaque année, donc chaque conservateur a étalé ses restaurations, anticipé très à l'avance. Donc à partir du moment où elles ont été déménagées du musée, certaines sont parties en restauration, ensuite sont revenues en réserve, et puis ainsi de suite, jusqu'à des retours pour les dernières 1 semaine avant. Voilà, ça a été aussi tout un calendrier à intégrer dans le calendrier global. Donc vraiment, je vous conseille la visite du musée de Cluny à Paris. Aussi bien si vous l'avez déjà visité avant et vous dites « mais non, c'est bon, je le connais par cœur », vous allez le découvrir changé. Mais aussi, si vous n'y êtes jamais allé, c'est l'occasion pour vous de voir tout ce dont on vous parle dans les épisodes, tout ce Moyen-Âge magnifique, ces œuvres, toute cette diversité d'œuvres, tout ce voyage temporel va vous être permis aussi avec le musée de Cluny. Donc je ne peux que vous conseiller d'y aller. Merci beaucoup à Rachel Beaujean-Deschamps d'avoir répondu à mes questions. Merci à Aline Damoiseau et Mathilde Fouillet du musée de Cluny pour la collaboration. Auditeurs, auditrices, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!